Bonjour et bienvenue à nouveau sur l'Oncologie Press Room mis en place par LGCOM depuis 7 ans maintenant pour vous permettre de suivre le congrès de l'ASCO qui se termine aujourd'hui. Donc ceci est notre dernière session pour faire un point sur ASCO 2025, de faire un bilan et de vous permettre de poser toutes les questions que vous n'avez pas, pour lesquelles vous n'avez pas de réponse sur ce qui s'est passé à Chicago. Donc, ce point presse est animé par notre partenaire institutionnel historique Unicancer. Et je remercie à nouveau le professeur Jean-Yves Blais, son président, et le professeur Muriel Dahan, qui est directrice de la recherche et du développement, pour leur contribution active. Ils seront aujourd'hui accompagnés du docteur Maurice Perrol, pneumologue au centre Liron-Bérard, et de Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer. Donc, avant de commencer, je vous rappelle les quelques règles pratiques pour que cette conférence se déroule au mieux. Donc, vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de la conférence et nous les poserons en votre nom à la fin. Voilà. Si jamais vous rencontrez des problèmes avec votre écran qui s'éteint ou le son, etc., je vous invite à rafraîchir votre page ou à contacter Mariam ou Lucie, dont le numéro s'affiche dans le chat. Et puis, vous pourrez retrouver ce point presse Unicancer en replay à la fin de la session pendant un mois. Voilà, je laisse la parole maintenant à Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer. Bonjour à toutes et tous. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et nous allons pouvoir entendre des retours d'un LASCO qui a été un LASCO riche en innovation. C'est important effectivement que nous puissions vous présenter et compléter d'ailleurs les propos qui avaient été faits la semaine dernière en intro justement de LASCO. Et je passe tout de suite la parole au professeur Blais pour nous présenter toutes ces belles innovations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Et effectivement, un ASCO qui a été riche et encore plus riche qu'attendu, puisqu'on a eu plusieurs études randomisées qui sont assez transformantes et qui répondent d'ailleurs à des questions qu'on se posait depuis quelques temps. Bon, il y a de la place pour beaucoup de nouvelles thérapeutiques, comme on va le voir, thérapeutiques IO, immuno-oncologie, mais également des nouvelles stratégies d'ADC et puis même des nouvelles stratégies tout court, puisqu'on pourra parler peut-être d'exercice physique au cours de cette conférence de presse. Mais je ne vais pas tout dévoiler. Je vais laisser la parole à mes co-intervenants et je vais donner la parole tout de suite à Muriel Dahan qui va nous parler de ses sélections. Bonjour, merci beaucoup. Merci Jean-Yves. Oui, effectivement, un ASCO extrêmement riche avec beaucoup d'études de phase 3, des études avancées qui promettent des modifications de pratique avec des innovations, un peu la poursuite des avancées que nous avions annoncées déjà l'année dernière, les années précédentes, autour des immunothérapies, autour des anticorps conjugués, de l'ADN circulant, de l'intelligence artificielle. Et donc, à commencer par des études nombreuses dans le cancer du sein. Je crois que il y a eu déjà pas mal de communication sur un certain nombre d'études. Alors, lors du pré-ASCO précédent, le professeur Frédéric Penolorca nous avait parlé de l'étude VERITAC-2 qui est testé le VT-gestran, un dégradeur des récepteurs aux œstrogènes qu'on appelle PROTAC, dans le cancer du sein EER positif, récepteur œstrogène positif et HER2 négatif. Et donc avec une option potentielle de ce traitement oral pour les patients qui sont mutés ESR1. Et donc une avancée probable grâce à cette nouveauté qui va changer les pratiques pour ces patients-là. Je rappelle que nous avons présenté, il y a eu une présentation de l'étude promue par Unicancer Share. Je ne vais pas à nouveau m'y étendre, mais on en avait parlé pour montrer que nous sommes très orientés vers des études qui visent une désescalade des traitements
Et c'est une tendance aussi très importante pour soumettre le moins possible les patients à des traitements lourds et à éviter les effets indésirables lorsque c'est possible. Et donc, des études de désescalade, on en fait de plus en plus avec des résultats tout à fait intéressants. La grande étude qui a vraiment fait beaucoup de bruit ces derniers jours, c'est l'étude SERENA-6, qui donc vise à utiliser l'ADN circulant pour orienter le traitement, qui fait suite à une étude promue par Unicancer, qui est l'étude Padawan, par le groupe UCBG, qui est le groupe sein d'Unicancer, et qui va être suivie également par une nouvelle étude dite PADA2, qui a un nom tout à fait intéressant, qui est Taylor Switch, avec donc une promotion aussi Unicancer, et puis cette étude SERENA-6 qui est promue par AstraZeneca pour tester ce qu'on appelle les SERD, les inhibiteurs SERD, qui est le camizestrant, et l'utilisation de l'ADN circulant pour orienter le traitement vers les cancers du sein. Lorsque on détecte une mutation ESR1 sur des cancers du sein récepteurs hormonopositifs et R2 négatifs, et là on a vraiment une démonstration de l'intérêt de cet ADN circulant pour orienter et éviter les errances thérapeutiques dès lors qu'on a cette mutation. On peut considérer que la récidive n'est pas loin et tout de suite orienter le traitement pour avoir cette possibilité de mieux traiter. Et donc, les données, elles sont aujourd'hui en survie en progression tout à fait importantes. 12 mois après la randomisation dans le groupe qui utilise ce camizestrant, avec l'orientation ADN circulant ESR1, ils n'ont pas présenté de progression, contrairement au groupe qui, lui, n'avait pas le camizestrant orienté par l'ADN circulant, où là, on est avec 74,4% des patients en survie sans progression. On attend les données en survie globale et bien sûr, on aura à nouveau à discuter de ce changement de pratique orienté par l'ADN circulant. Je précise quand même que l'ADN circulant n'est pas une simple prise de sang, comme on le dit couramment, hein, c'est quand même beaucoup de logistique. Et ça a été souligné par les discutants à l'ASCO. Il y a une logistique tout à fait importante qu'il faut mettre en place et dont il faut tenir compte. Donc, ça n'est pas si simple que ça, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant que de réaliser des biopsies et d'attendre d'avoir des tissus pour comprendre ce que devient le cancer et s'il y a une récidive. Donc, c'est vraiment une étude tout à fait marquante sur laquelle on ne peut que s'appesantir. On a également l'étude, alors là, on est sur les ADC, hein, les anticorps conjugués, avec l'étude ASCENT 04 qui note D19, qui utilise, alors Keynote, vous savez que c'est pembrolizumab, et là donc on a le sacituzumab govitecan qui est ajouté au pembro et qui est comparé à chimiothérapie plus pembro pour les cancers du sein triple négatif. Comme vous le savez, ce sont des cancers du sein pour lesquels on a vraiment besoin d'avoir des avancées. Et là, on voit que cet anticorps médicament qui est dirigé contre la cible TROP2 a démontré, là, on est vraiment sur de la survie globale. Et donc, on est sur une potentielle option pour que ces traitements soient utilisés en première ligne. Donc, il va falloir quand même surveiller la suite. Hein, ça n'est pas complètement
validé, mais en tout cas, on a des données qui sont tout à fait encourageantes. Une autre étude qui a fait pas mal parler d'elle aussi, c'est l'utilisation du paclitaxel oral versus IV. Donc là, on est plutôt sur de la qualité de vie et de l'amélioration des traitements, donc l'essai optimal qui a montré une non-infériorité vis-à-vis par rapport à l'utilisation de l'IV. On est sur une étude asiatique, donc comme beaucoup d'études qui ont été présentées à l'ASCO, on voit que l'Asie commence à vraiment monter en puissance, la Chine, la Corée, le Japon. Et là, c'est une étude qui a été faite majoritairement en Asie, donc il va falloir la confirmer avec des études en Europe. Je vous signale aussi Destiny Breast 09 avec là encore un anticorps conjugué trastuzumab deruxtecan, le classique Enhertu, avec pertuzumab et versus taxane plus deux anti-R2 conjugués ensemble, qu'on utilise ensemble, trastuzumab et pertuzumab. Donc c'est un protocole qui s'appelle THP pour une première ligne dans du cancer du sein avancé ou métastatique avec R2+. Et donc là, on est sur des données intermédiaires, mais tout à fait encourageantes sur l'amélioration de la survie sans progression grâce à l'anticorps conjugué, avec malheureusement toujours ce fameux effet indésirable qu'on constate voilà, avec ces anticorps conjugués, qui est la pneumopathie interstitielle, où là, bon, on a effectivement constaté beaucoup plus de pneumopathie chez les patients sous Enhertu. Mais donc, on a quand même cette amélioration de la survie sans progression avec donc une innocuité qui est quand même acceptable du point de vue des auteurs. On doit avoir, alors il y a une discussion sur est-ce qu'on doit faire en première ligne tel ou tel protocole ou en deuxième ligne, et puis voir si on peut identifier des biomarqueurs. Le discutant a parlé de PIK3CA, ou également utiliser l'ADN circulant. Donc il y a pas mal d'ouvertures. Vous voyez, chaque étude amène des nouvelles idées pour aller plus loin et essayer de encore mieux cibler, personnaliser, faire en sorte qu'on donne le bon traitement au bon patient. Et c'est vraiment ça la tendance qu'on constate dans cette ASCO en particulier. Alors, il y a encore d'autres études, les néocarpes, les études avec inavolisib, qui sont tout à fait intéressants dans les métastases cérébrales du cancer du sein, avec cette fameuse voie dont je viens de parler, la PI3K, qui est utilisée. Donc là aussi, on a quelque chose qui est une orientation très intéressante. Alors après, on a dans le digestif beaucoup de choses, en particulier donc l'essai atomique qui s'intéresse au fameux cancer du côlon ou du cancer digestif, vous savez, qui sont avec une instabilité microsatellitaire ou un problème de réparation mismatch, donc c'est les DMMR, qui permet donc aujourd'hui de mieux cibler ces cancers-là, même s'ils sont rares. L'immunothérapie a une activité tout à fait marquante, remarquable. Et là, c'est la tezolizumab qui a été testée, associée à la chimiothérapie standard. Et donc, on a une activité tout à fait marquante qui est constatée avec cette étude. Et donc, il va falloir en tenir compte pour la suite. L'adénocarcinome canalaire pancréatique localement avancé, le fameux LAPC, a fait l'objet de pas mal de recherches, bien sûr, puisque c'est quelque chose où on est encore très démuni, alors qu'on a
beaucoup de cas. Je signale qu'on a une étude unicancer qui s'appelle Néopan, qui est en cours de publication, où là on avait testé le FOLFIRINOX, où on avait eu pendant un moment une amélioration de la progression de la survie sans progression, mais malheureusement pas de bénéfice en survie globale. Aujourd'hui a été présentée à l'ASCO l'étude PANOVA 3, qui est une phase 3 qui étudie, c'est très intéressant, des champs de traitement des tumeurs, Tumor Treating Fields, TT Fields, associés à la gemcitabine et au nab-paclitaxel. Et donc, d'ailleurs, le centre Léon Bérard a participé à cet essai mondial de phase 3 qui a montré qu'il y avait un avantage en survie globale sans augmenter la toxicité systémique. Et donc, on a une survie prolongée, sans douleur, sans progression à distance. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, on doit encore avoir des données supplémentaires sur la qualité de vie et peser les avantages et inconvénients de ces champs de traitement des tumeurs qui sont tout à fait importantes à évaluer. Donc, on attend et c'est vraiment une voie très, très intéressante. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais on peut parler aussi de l'étude Mater-Horn qui a fait l'objet d'une communication présidentielle, qui est une très belle étude de phase 3 qui vise l'ajout du durvalumab à une chimiothérapie appelée FLOT, 5-fluorouracil, leucovorine, oxaliplatine, docetaxel, pour les cancers gastriques et de la jonction gastro-œsophagienne résécable. Il y a eu plusieurs études sur cette indication. Et donc, vous savez, l'année dernière, on avait pas mal parlé des séquences d'utilisation de l'immunothérapie en néoadjuvant et en adjuvant. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'a été conçu cet essai Mater-Horn. Et donc, on a aujourd'hui, on parle d'un nouveau paradigme de traitement pour ces patients avec une utilisation en préopératoire et en post-opératoire qui pourrait devenir la nouvelle norme de soins. Et puis, l'essai Cassandra également, qui est dans l'adénome canalaire pancréatique, j'aurais dû en parler après la précédente, qui utilise du PAX-GO et du M-FOLFIR, qui est comparé en préopératoire comparé au M-FOLFIRINOX. Et donc, ce PAX-G, c'est du cisplatine, du nab-paclitaxel, de la capecitabine et de la gemcitabine. Et donc, on l'a comparé au M-FOLFIRINOX. Et donc, là aussi, on a des résultats assez intéressants, mais qui doivent être encore confirmés. Je signale aussi les cellules CAR-T. Là, on a une percée de l'utilisation des cellules CAR-T qui était jusqu'à présent utilisée en hématologie. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études, Jean-Yves en parlera mieux que moi, dans le sarcome, dans certains cancers solides. Et là, on est sur un CAR-T qui a été utilisé pour le cancer avancé de l'estomac et ou de la jonction gastro-œsophagienne. Et ce CAR-T vise une cible qui s'appelle la Claudine 18.2. Donc, le CAR-T en question s'appelle Satricel. Et donc, vous savez que la Claudine fait l'objet de pas mal d'études aujourd'hui. On a une molécule, un anticorps monoclonal qui s'appelle le zolbetuximab qui a déjà été homologué dans l'indication, mais c'est là une voie d'utilisation de la thérapie CAR-T. Alors, c'est une étude chinoise qu'il va falloir là aussi confirmer, mais ça pourrait être
intéressant. En tout cas, ça donne des signes d'efficacité pour les personnes qui sont en impasse thérapeutique et donc c'est à surveiller. Après, on a les checkmates, mais je pense que tout ça, vous allez en parler aussi un peu plus tard. Encore l'ADN circulant avec l'étude dynamique 3. Là aussi, on a une orientation avec là, cette fois une escalade de traitement, mais qui ne donne pas vraiment de résultats. Il y a toujours des études qui ne donnent pas les résultats attendus, donc c'est intéressant aussi d'en parler. Et puis, donc, on a encore Breakwater, Code Break, et puis l'intérêt aussi de ces études avec des cibles bien définies et qui visent à améliorer la médecine de précision, c'est de montrer qu'on va avoir de plus en plus besoin de réaliser des tests moléculaires, de les mettre au point, de les tester avec les molécules et d'utiliser les tests moléculaires et les biomarqueurs, aussi bien que l'ADN circulant, pourquoi pas les cellules tumorales circulantes. Et donc, qu'il va falloir réfléchir à l'utilisation de ces biomarqueurs, en tout cas l'identification de ces biomarqueurs dès le diagnostic. Et puis, au cours des traitements, ça va devenir quelque chose qui va rentrer dans la routine. Je parle 5 minutes, 2 minutes, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais des cancers tête et cou qui ont fait l'objet aussi d'avancées intéressantes. Hein. Vous savez que c'est des cancers qui sont très difficiles à traiter. Et là, on en avait un peu parlé en pré-ASCO. Et là, donc, l'essai niveau post-op qui montre un bénéfice en survie sans maladie, du nivolumab adjuvant pour ce qu'on appelle le HNSCC, c'est-à-dire le carcinome épidermoïde de la tête et du cou à haut risque. Et c'est après une chimio-radiothérapie qui est le standard. Et là, c'est un groupe français qui est notre partenaire avec notre groupe UCGI, qui est le GORTEC, qui a réalisé et sponsorisé ce premier essai positif de phase 3 mondial, randomisé, ouvert, et qui teste donc ce traitement par une immunothérapie, le nivolumab, associé à la chimio-radiothérapie après la chirurgie. Et là, on a vraiment amélioré la survie sans maladie à 63,1%. Contre 52,5%. Ça a l'air modeste, mais en fait, c'est tout à fait marquant pour cette indication. À 3 ans, 74% des patients du groupe Nivo sont toujours en vie contre 68% du groupe témoin. Par contre, on a pas mal d'effets indésirables, mais qui, selon les commentateurs, étaient gérables et n'ont pas causé de décès. Voilà en gros. Et puis après, on a, je vais laisser bien sûr parler le docteur Perrol sur tout ce qui est cancer du poumon, où là aussi il y a eu beaucoup d'avancées. Sur le mélanome également, il y a eu quelques annonces. La fameuse polycythémie dont on a parlé en pré-ASCO avec l'essai Verify, hein, qui montre qu'on a un avantage à utiliser un produit qui s'appelle le Rusfertide, qui donc une fois par semaine permet de contrôler l'hématocrit et éviter la phlébotomie avec ce médicament. Voilà, il y a eu quelques annonces en pédiatrie, une très belle étude dans le cancer de l'ovaire aussi qui s'appelle TRUST. Et puis, intervention psychosociale qui a fait un peu de bruit, l'essai BMT-VR, mais qui doit encore être confirmé, qui est une intervention psychosociale en réalité virtuelle pour les patients subissant une greffe de moelle osseuse.
voilà, je suis à disposition pour aller rentrer plus dans les détails s'il y a besoin, mais un grand panorama des études que j'ai pu noter. Docteur Perrol, je te passe la parole. Merci bien. Bonjour à tous. Donc, je vais, pendant ces 10 minutes qui vont suivre, me focaliser sur les études les plus importantes qui ont été présentées dans le domaine des cancers du poumon. Et on va essayer de partager l'écran. Voilà, donc après mes conflits d'intérêts, j'ai voulu focaliser sur les plus grandes études. En fait, il y a beaucoup d'études, hein, comme toujours, mais tout d'abord sur les cancers à petites cellules qui font rarement l'objet de progrès et qui ont fait l'objet de 2 grandes études de phase 3 qui ont montré une amélioration de la survie. Pour rappel, les cancers à petites cellules sont des cancers qui dépendent fortement du tabac. C'est vraiment une forme particulière et agressive des cancers du poumon. Ça représente à peu près 15% des cancers du poumon. Et à peu près 3/4 d'entre eux sont déjà métastatiques au moment du diagnostic. Et c'est sur ces formes métastatiques que ces études ont porté. Vous avez ici le standard de traitement de ces formes métastatiques. Et vous voyez la gravité du pronostic, puisque la médiane de survie est de l'ordre de 1 an. Et le seul progrès qu'on avait fait dans ces formes était un gain de 2 mois de survie grâce à l'adjonction d'un anti-PD-L1, que ce soit l'atezolizumab ou le durvalumab, à la chimiothérapie classique qui est platine et toposide. Et vous voyez très vite que beaucoup de patients ont des échappements thérapeutiques très précoces. Dans ce contexte, la première étude a évalué l'adjonction d'une chimiothérapie qu'on utilise habituellement en seconde ligne, qui est la lurbinectédine, dont le mécanisme d'action est un peu incertain, mais qui donne des réponses en seconde ligne. Et le but était, après la chimiothérapie d'induction, carboplatine et toposide atezolizumab, au lieu de faire juste l'atezolizumab en maintenance, et beaucoup de patients progressent très vite sur cette maintenance, de rajouter la lurbinectédine au moment donc de cette phase de maintenance, en ayant pour critère principal de jugement la survie sans progression et la survie. Donc, tous les patients étaient enregistrés au départ. On a perdu à peu près 27% des patients entre l'induction et la randomisation. Et les données sont très encourageantes, puisque le fait d'ajouter la lurbinectédine à l'atezolizumab dans cette phase de maintenance améliore significativement la survie sans progression, avec un bénéfice qui est loin d'être négligeable. On gagne quand même, on passe à 6 mois de 18% de patients contrôlés à 41% avec l'adjonction de la lurbinectédine. Et surtout, ceci a un impact sur la survie globale, avec un gain de 12% à 1 an. La médiane progresse donc d'un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi, ce qui est en fait la même amplitude de bénéfice que l'on a apporté avec l'immunothérapie dans cette pathologie. Et donc le fait de maintenir une pression thérapeutique par chimiothérapie en même temps que la maintenance par immunothérapie améliore la survie. C'est intéressant de voir également que dans le bras contrôle, finalement, il y a à peu près la moitié des patients qui, au moment de la progression, ne va pas avoir accès à aucun traitement supplémentaire, ce qui montre la gravité de cette maladie et ce qui montre également l'intérêt de maintenir une pression thérapeutique relativement forte tout le long de l'évolution de la maladie. Ceci se fait bien sûr au coût d'une certaine toxicité, qui est la toxicité de la chimiothérapie, qui est relativement maîtrisable. Ce n'est pas une chimiothérapie extrêmement lourde, mais il est évident que ça entraîne quand même des effets secondaires, notamment hématologiques et digestifs. Donc, c'était le premier progrès, rajouter au moment où on arrête la chimiothérapie d'induction la lurbinectédine à l'atezolizumab en maintenance. Les traitements de seconde ligne, lorsque cette première ligne ne fonctionne plus, sont très décevants. Vous voyez ici les options que l'on a. Et globalement, on a des médianes de PFS qui sont l'ordre de 3 à 4 mois. Et lorsqu'on démarre une seconde ligne, eh bien, la médiane de survie se situe entre 7 et 9 mois. Ce qui montre bien vraiment un champ thérapeutique de progrès qui est considérable dans cette pathologie. L'étude qui a fait finalement le plus d'impact dans cet ASCO, c'est une étude qui testait le tarlatamab. Le tarlatamab est un anticorps bispécifique qui est ici, qui va se ramener, créer une synapse entre les cellules T
où il va se fixer sur le domaine CD3, et la cellule cancéreuse, la cellule du cancer à petites cellules, qui exprime à sa surface une protéine qui s'appelle DLL3 et qui a l'avantage d'être pratiquement jamais exprimée à la surface des cellules saines. Et donc, en faisant cette espèce d'anticorps qui crée un pont entre la cellule T et la petite cellule, cela active la cellule T qui va détruire la cellule tumorale. Donc, on amène des cellules T, qui ne sont absolument pas spécifiques des cellules cancéreuses, à les détruire. Ceci avait été déjà testé chez des patients réfractaires, avec, comme vous le voyez, des réponses relativement intéressantes et surtout des réponses prolongées chez une fraction de patients. Ceci amène des toxicités qui sont un peu nouvelles pour les oncologues médicaux, qui sont familières aux hématologues, mais plus nouvelles pour les oncologues médicaux, qui sont des syndromes de relargage cytokinique qui se passent principalement au début du traitement et qui affectent la moitié des patients, mais qui sont de grade 1 ou 2 pour la plupart et assez facilement maîtrisables, avec une espèce, une courbe d'apprentissage, bien sûr, pour la gestion de ces toxicités. L'essai Delphi 304 est un essai qui est un essai de seconde ligne. Tous les patients avaient reçu cette première ligne de chimiothérapie, carboplatine et toposide, à laquelle on ajoute habituellement l'immunothérapie. Et au moment de la rechute, qui est souvent très précoce, les patients étaient randomisés entre la chimiothérapie que l'on fait habituellement, qui est surtout basée sur le topotécan, et cet anticorps bispécifique, le tarlatamab, qui est un T-cell engager. Cette étude est relativement large, à peu près 500 patients ont été inclus. Leur caractéristique est tout à fait typique des patients rechutant d'un cancer à petites cellules diffus d'emblée. Et l'impact du tarlatamab est intéressant car sur la survie, par rapport à cette chimiothérapie de seconde ligne, qui n'est pas très efficace, certes, on gagne quand même plus de 5 mois en médiane de survie, ce qui est très important à l'échelle de la survie des cancers à petites cellules diffus, avec un hazard ratio à 0,6, et on voit qu'à 12 mois, on passe de 37% à 53% de patients en vie. Ceci fonctionne quels que soient les groupes cliniques, et notamment y compris chez les patients réfractaires à la chimiothérapie, ce qui est très important, car ces patients-là, habituellement, progressent d'emblée, quel que soit le traitement que l'on peut leur administrer. Ce sont des patients qui répondent au traitement. Il y a une fraction de ces patients qui répond au tarlatamab, et lorsqu'ils répondent, ils ont une réponse qui est relativement prolongée, comme on le voit ici, ce qui explique le bénéfice de survie sans progression et sa transformation en bénéfice de survie. En termes de profil de tolérance, on reproduit exactement ce qui était observé dans les études plus précoces. À peu près la moitié des patients a un syndrome de relargage cytokinique, principalement après les 2 premières injections, pratiquement plus ensuite, et très peu ont des complications neurologiques. Donc une toxicité qui sera probablement maîtrisable dès lors que les équipes auront pris l'habitude de gérer ces toxicités. Et donc, on a une modification de la stratégie des traitements des cancers à petites cellules métastatiques d'emblée. Autrefois, on faisait une chimio-immunothérapie, et lorsque les patients progressaient, la plupart du temps sous l'immunothérapie de maintenance, ils avaient accès à certaines options de seconde ligne. Maintenant, on pourra rajouter éventuellement la lurbinectémide en maintenance et surtout disposer d'un anticorps bispécifique au moment de la seconde ligne. La deuxième étude importante, plutôt l'actualisation des résultats d'une étude importante, concernait les patients ayant un cancer, cette fois-ci non à petites cellules, opérable. Et on a, dans cette circonstance, testé beaucoup de stratégies qui consistent à ajouter à la chimiothérapie préopératoire une immunothérapie. Tous ces essais, après la chirurgie, utilisaient une immunothérapie post-opératoire pendant 1 an, sauf un essai, qui est l'essai Checkmate 816, qui testait par rapport à la chimiothérapie préopératoire une chimio-immunothérapie avec juste l'adjonction de 3 cycles, simplement de nivolumab. C'est-à-dire que les patients, la différence entre les 2 bras reposait uniquement sur 3 injections de nivolumab ajoutées à la chimiothérapie préopératoire. Les patients étaient opérés, mais il n'y avait pas d'immunothérapie post-opératoire. Et la question qui se posait lorsqu'on comparait toutes ces études, on avait l'impression que les résultats avec la immunothérapie préopératoire exclusive étaient assez superposables à ce que l'on observait avec une immunothérapie que l'on poursuivait après l'intervention.
Et la seule étude qui avait démontré jusqu'ici un bénéfice de survie était l'étude Keynote 671 avec le pembrolizumab administré à la fois en pré- et en post-opératoire. Et là, on a eu donc les résultats à long terme de cette étude CheckMate 816 avec un recul de 5 ans. Donc le design, avant la chirurgie, dans le bras contrôle, les patients ont une chimiothérapie préopératoire. Dans le bras expérimental, on rajoute du nivolumab à chacun des cycles, des 3 cycles de chimiothérapie préopératoire. Et bien sûr, on améliore avec ces 3 injections de nivolumab la survie sans événement, donc en gros la survie sans récidive de la maladie, avec un gain qui est quand même assez considérable, qui est de 15% à 5 ans. Et surtout, on a un impact qui est positif sur la survie. On a 10% de patients en vie et probablement guéris, en plus, juste par le biais de ces 3 injections de nivolumab. Et ce bénéfice de survie est tout à fait similaire à ce que l'on observe dans les études pour lesquelles on fait également suivre la chirurgie d'environ 1 an d'immunothérapie post-opératoire, ce qui fait poser la question de l'apport réel de poursuivre l'immunothérapie après l'intervention. Ces résultats sont positifs dans les stades précoces, dans les stades un peu plus avancés, où là le bénéfice est vraiment quantitativement plus important. Et surtout, il est surtout important et dans les patients dont la tumeur exprime PDL1, alors qu'il n'y a pas de bénéfice significatif pour les tumeurs qui n'expriment pas PDL1, ce qui explique que l'Agence européenne ait restreint l'enregistrement du nivolumab préopératoire uniquement à cette catégorie de patients. Ce qui est intéressant également, c'est que dès lors qu'on a une réponse pathologique complète, c'est-à-dire une disparition complète de toutes les cellules tumorales sur la pièce opératoire, ce qui survient dans 25% des cas, la survie est pratiquement de 100% à 5 ans. Donc le fait d'obtenir une réponse pathologique complète est vraiment un marqueur de substitution à la survie et qui est un critère extrêmement important que l'on cherche à améliorer par d'autres stratégies thérapeutiques. Enfin, pour finir, une étude un petit peu plus curieuse, qui est une étude qui était prospective et qui évaluait l'impact du moment d'administration de l'immunothérapie dans la journée. On a pas mal de données rétrospectives qui suggèrent que l'immunothérapie serait plus efficace le matin par rapport à l'après-midi. Et donc, c'est la première étude prospective, qui est une étude principalement chinoise, où les patients avaient un cancer du poumon non à petites cellules, métastatique, traité classiquement par chimio-immunothérapie pendant 4 cycles, et la randomisation portait uniquement sur l'horaire d'administration, avant 15 heures ou après 15 heures, avec pour critère de jugement la survie sans progression et comme critère secondaire la survie. Et de manière vraiment assez remarquable, on a un bénéfice considérable en survie sans progression avec l'administration de l'immunothérapie avant 15 heures, ce qui, le rationnel étant sur la chronobiologie du système immunitaire et notamment du rythme circadien des fonctions des lymphocytes T. Et on a donc un bénéfice qui est considérable avec un hazard ratio qui est à 0,42. On fait pratiquement, on double la survie sans progression. Et ceci a un impact sur la survie globale, non seulement sur la survie sans progression, mais sur la survie globale. Et le bras contrôle a une survie assez classique, mais le bras expérimental, qui consiste uniquement à administrer l'immunothérapie avant 15 heures, a un bénéfice qui est considérable. Alors, c'est une étude qui n'est pas très très large, qui mériterait vraisemblablement une confirmation sur d'autres études, mais qui est quand même assez intrigante et qui peut amener à changer un petit peu nos plannings d'hôpitaux de jour pour l'administration de l'immunothérapie. Voilà ce que je voulais vous dire sur le poumon. Je vais essayer de vous retrouver. Et je repasse la parole donc à Jean-Yves Blais. Merci, merci Maurice. Merci d'ailleurs Muriel et Maurice pour avoir fait le tour de nombreuses des présentations que je voulais évoquer. Pour laisser le temps aux questions, je voudrais insister sur en fait 4 présentations, mais Maurice vient de faire la 4e que je voulais évoquer. Peut-être tout d'abord la présentation qui est un essai randomisé dans le cancer colorectal qui utilisait une activité physique guidée versus des simples recommandations d'une étude randomisée qui démontre, cette étude s'appelle Challenge, une amélioration significative de la survie sans rechute des patients traités avec une
traitée, donc, avec une activité physique recommandée et encadrée pendant plusieurs mois. Donc, c'est la première étude qui démontre de manière rigoureuse l'impact de l'activité physique adaptée. On l'a souvent dit, l'activité physique adaptée est un élément important de à la fois la qualité de vie et on avait l'impression la qualité de la réponse au traitement que l'on avait dans un certain nombre de pathologies. Bien là, c'est bien démontré. Je vous invite à regarder cette étude Challenge qui est un moment assez important. C'est une étude canadienne, en fait, faite dans plusieurs pays, mais principalement au Canada. La deuxième étude dont je voulais vous parler, Maurice vient de l'évoquer, mais j'y reviens quand même. L'administration de l'immunothérapie en phase précoce de la journée, parfois même en fin de nuit, quelque chose, comme il l'a rappelé, qui a déjà été évoqué comme corrélé à l'efficacité. On avait fait une étude rétrospective sur l'ensemble des patients traités sur le centre Lambert sur cette exacte question, qui a rassemblé près de 400 patients. Et la différence que l'on avait observée chez les patients traités tôt, le matin, par rapport aux patients traités plus tard ou dans l'après-midi, est exactement de la même nature que celle qui était présentée par nos collègues franco-chinois, c'est une étude franco-chinoise, avec des éléments beaucoup plus démonstratifs, mais qui vont absolument dans le même sens. Alors c'est très intriguant, mais c'est également très important, car si c'est vrai, vu la magnitude de la différence, il va falloir qu'on organise nos traitements différemment. Et on avait d'ailleurs calculé que pour organiser une telle étude, la logistique ne serait pas complètement triviale, puisqu'il faudrait démarrer vraiment beaucoup plus tôt dans les services de jour, vu le nombre de patients qui étaient candidats à une immunothérapie dans nos services de jour. Troisième étude dont je voulais vous dire un mot, c'est une étude qui est en ORL et qui complète très bien l'étude niveau post-op qui a été présentée en plénière et qui évoquait Muriel sur l'immunothérapie dans les cancers de la tête et du cou. C'est une étude de phase 1 cette fois-ci, phase 1 randomisée, proposant un vaccin personnalisé chez des patients porteurs des cancers de la tête et du cou à risque élevé de rechute en combinaison avec une IO, avec une immunothérapie. Et cette étude qui était rapportée dans la section ORL, qui est une étude française, puisque c'est le laboratoire Transgène qui a préparé et qui a fait la préparation de ces antigènes, de ces vaccins personnalisés et thérapeutiques, est une étude très ambitieuse, car en fait, les entreprises qui manufacturent ces vaccins personnalisés sont en très faible nombre sur cette planète. Et pour résumer quand même la méthodologie qu'il faut avoir, on récupère la cellule tumorale, on la séquence, on vérifie par bioinformatique la séquence de tous les gènes mutés, on voit lesquels peuvent être reconnus par l'HLA du patient, on prépare ensuite les antigènes qui ont été ainsi identifiés, on les manufacture spécifiquement pour le patient et on lui injecte de manière séquentielle. Donc, vous voyez un programme de manipulation à la fois des échantillons biologiques et des données en bioinformatique qui va prendre, alors ça dépend des études cliniques, mais qui peut prendre jusqu'à 100 jours pour certaines études cliniques. Et c'est un enjeu, c'est d'ailleurs pour ça que c'est principalement proposé comme vaccin, car il faut qu'on puisse faire quelque chose avant. Mais cette étude qui montre que les patients qui ont été vaccinés ne rechutent pas, tandis qu'il y a une vingtaine de % de rechute chez les patients qui n'ont pas été vaccinés, une étude assez intéressante et qui sans doute va avoir d'autres répercussions dans d'autres tumeurs. Vous le savez, on avait déjà eu des publications importantes sur le mélanome, mais c'était moins surprenant peut-être, et dans le cancer du pancréas également sur ce même type de stratégie par des entreprises différentes. Dernière étude peut-être, parce que je vois que l'heure tourne, c'est une étude assez inattendue, mais que je vous cite car elle montre la limite des choses que nous savons et que nous pouvons faire. Une étude dans les pathologies dont je m'occupe, qui est le sarcome, et une étude sur un sarcome qu'on avait un peu oublié depuis que la pathologie HIV est fort heureusement bien contrôlée, qui est le sarcome de Kaposi, mais qui peut être diagnostiqué également chez les patients qui ne sont pas immunodéprimés. Il y a très peu de traitements démontrés solidement actifs pour les patients porteurs de sarcome de Kaposi en phase avancée, et il y a très peu de cibles que l'on peut identifier lorsqu'on analyse sur le plan moléculaire ces sarcomes qui sont biologiquement assez compliqués. On ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, il n'y a pas de cible. Et ce que nous dit cette étude de phase 1-2 qui a été rapportée, c'est qu'on a un taux d'efficacité, une thérapeutique ciblée, ciblant CDK4. Comment l'ont-ils choisi? Rien n'est clair. À ma connaissance, d'ailleurs, il n'y a rien qui permet de clairement identifier un rationnel biologique pour cela.
Mais pour autant, ils ont 84% de réponses objectives et de contrôle sur le long terme, avec une thérapeutique ciblée appliquée à une maladie pour laquelle on ne s'attendait pas forcément à cette efficacité, maladie par ailleurs orpheline, même si elle touche plus fréquemment des patients dans des pays africains et pour lesquels les options thérapeutiques sont assez limitées. Donc, on aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on a commencé à évoquer les thérapeutiques cellulaires et les thérapies cellulaires, que ce soit des CAR-T ou avec des TCR modifiés qui arrivent dans les tumeurs solides, effectivement avec plusieurs exemples très encourageants qui vont poser à peu près les mêmes problèmes que à la fois de logistique et de coûts que ceux des vaccins personnalisés. Donc, en tout cas, en conclusion, un ASCO extrêmement riche et assez diversifié qui conforte la place des immunothérapies précoces et leur valeur sur le long terme, tant en situation adjuvante qu'en situation néoadjuvante, comme on vient de le voir, qui conforte également la place de nouvelles stratégies et de nouvelles cibles thérapeutiques, que ce soit des anticorps bispécifiques ou des ADC, dans plusieurs indications pour lesquelles ils sont en train de transformer l'espérance de vie des patientes. La question de l'ADN tumoral circulant, et je vois qu'il y en a une qui a commencé à surgir sur l'étude CRN6 dans le chat, est une question d'avenir, non seulement évidemment pour les cancers du sein, mais vraisemblablement pour de nombreux cancers. La question restant, faut-il effectivement adapter le traitement, ou plus exactement, dans le cancer du sein, on a vu que ça avait un impact, mais quel va être l'impact sur le long terme et sur la survie de ces patients? Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la place aux questions en remerciant encore une fois LGCOM et tous les intervenants qui sont passés avant moi. Merci beaucoup Jean-Yves et merci à nos 3 intervenants, 4 plutôt. En fait, toujours sur cet cette étude SERENA-6, il y a eu des discussions en séance plénière et est-ce qu'il y a une possibilité de généralisation et est-ce qu'il n'y a pas un risque de résistance au traitement, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pouvez expliquer un peu la logistique de cette méthode d'ADN circulant et est-ce que cette recherche est remboursée? Voilà, c'est un peu rapide, mais ça pose toutes les questions que j'ai reçues sur SERENA-6. Muriel, tu veux prendre? Je commence et puis je te laisserai peut-être continuer parce que c'est vraiment dans les centres aujourd'hui, ça se met en place. Donc c'est vraiment ce qui est en train d'être utilisé de plus en plus dans quasiment toutes nos recherches. C'est quelque chose qui est vraiment un élément qu'on commence à manipuler et à mieux maîtriser. Il y a des problèmes de logistique parce qu'il faut formuler les tests, les acheminer, convoquer les patients beaucoup plus souvent que quand on fait des biopsies solides, avec le temps d'analyse qui est assez complexe. Donc, c'est pas vraiment aussi simple qu'une prise de sang et ça mobilise beaucoup de ressources. Donc, c'est des choses qui vont bien sûr, avec le développement, pouvoir un petit peu plus être, entre guillemets, industrialisé, même si ce n'est pas le mot, mais avoir des pratiques beaucoup plus standards. Pour l'instant, ça reste quelque chose d'assez complexe et long à mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est remboursé sur la base du RIHN. Vous savez, c'est cette enveloppe dédiée aux tests, aux DMDIV, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro innovants, donc sur la base d'un séquençage NGS, que ce soit de la biopsie liquide ou de la biopsie solide, c'est la même entité de prise en charge. Et comme vous le savez, le RIHN n'est pas une prise en charge complètement à 100%, mais bon, il y a cette prise en charge aujourd'hui qui est réalisée au travers du RIHN. Peut-être Jean-Yves, Maurice. Maurice, il me semble que dans le cancer bronchique, on peut démarrer un traitement sur la base d'une anomalie moléculaire détectée dans l'ADN tumoral circulant. C'est possible depuis maintenant même assez longtemps, je crois me souvenir.
Alors, oui, effectivement, on le fait. On avait également démontré avec l'essai libellule randomisé qu'en fait, on réduisait le temps de mise en route du traitement en utilisant l'ADN circulant, en réduisant en fait le temps d'obtention de la biopsie et puis ensuite du NGS sur le tissu, en débutant par un ADN circulant dès la première consultation. On arrive à identifier des anomalies moléculaires qui permettent de démarrer le traitement plus rapidement, sans même attendre le NGS tissu. Donc, dans le cancer du poumon, on l'utilise vraiment dans plusieurs types de circonstances, mais notamment au diagnostic, effectivement. Merci. L'applicabilité maintenant et l'utilité, ça va vraiment dépasser, parce que les questions qui ont été posées dans le chat sont les bonnes. C'est-à-dire, quel impact sur la résistance, quel impact sur le long terme? En fait, parce que dans l'étude SERENA-6, on traite des patients sur la base d'une anomalie moléculaire, en fait. Et donc, dans ces conditions-là, il faut bien se dire que ce qu'on va devoir voir, c'est pas seulement que ça marche mieux quand on change de traitement, important, fondamental, mais surtout que derrière, il n'y a pas d'émergence de résistance et que les patients vivent vraiment plus longtemps. Parce qu'on fait l'hypothèse qu'en traitant une maladie à très faible volume tumoral, une résistance à très faible volume tumoral, on sera plus efficace qu'en traitant une résistance qui est déjà visible macroscopiquement. Mais on n'a pas encore la réponse. Merci. Est-ce que vous, professeur Blais, est-ce que vous pouvez nous donner la référence de l'étude française qui avait montré un intérêt, qui avait montré le fait de faire tôt l'immunothérapie le matin, le nom de cette étude? L'étude française, elle s'appelle… Attendez, vous voulez dire celle qui est parue à l'ASCO? Oui, qui avait montré Francis Lévy, premier auteur. Francis Lévy, premier auteur. Je me souviens plus du numéro, mais c'est dans la section non-small cell lung cancer, hein, si je me souviens bien, Maurice. Tout à fait, oui. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, il ne semble pas qu'il y ait d'autres questions. L'activité physique, c'est une vraie révolution quand même. Hein. Oui. On a prouvé qu'on faisait mieux, on vivait plus avec de l'activité physique, que l'activité physique était un traitement du cancer. Je trouve ça extraordinaire, en fait. On le soupçonnait, mais voilà. Et justement, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est que l'activité physique adaptée et encadrée? Ils ont un programme décrivant tout ce qu'ils doivent faire. Dans l'étude randomisée en question. Hein. C'est un programme, en gros, la randomisation, si j'ai bien compris, c'est on leur donne une fiche de ce qu'il faudrait qu'ils fassent, bras 1, et bras 2, ils sont encadrés, ils vont au rendez-vous, on leur explique comment faire. Donc, ils sont guidés ils sont encadrés par des coachs spécifiquement pendant une année. D'accord. Et c'est la référence pour cette étude sur l'activité physique? Vous la trouvez en faisant challenge sur le site de l'ASCO. Challenge. Il y en a 2 ou 3, mais c'est la seule qui s'appelle challenge. Alors, une petite précision, j'ai fait une erreur tout à l'heure en vous parlant de l'étude française pour l'administration matinale de l'immunothérapie. Celle que vous aviez faite avant? D'accord. Écoutez, je ne l'ai pas là, mais c'est Pierre Odel qui était le premier auteur, HEUDEL, et on la trouve sur PubMed. D'accord. Avec nos 2 noms. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de terminer cette session? Il ne semble pas. Donc, je voulais remercier tous nos orateurs, remercier Unicancer qui rassemble les 18 centres de lutte contre le cancer. Je voulais remercier aussi les laboratoires AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, MSD et PharmaMar qui nous ont accompagnés sur cette press room. Vous remerciez vous tous les journalistes de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre les conférences de presse en replay pendant 1 mois. Et j'en profite aussi, si vous permettez, pour remercier mon équipe, Anne-Laure Brissot, Mariam de Cuypers et Lucie Blaise, qui ont vraiment beaucoup travaillé pour mettre en place cette presse room. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurence. Et j'espère à l'année prochaine. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.